Bienvenue pour cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un truc assez étonnant dans le monde de l'IA. Ah oui, Un nouveau modèle open source. Et la surprise, c'est qu'il arrive à battre les gros, les géants de la tech, sur un domaine hyper spécifique. lequel? La programmation de noyaux GPU. C'est assez pointu, hein. Ah oui, effectivement, c'est pas commun. C'est ça qui est intéressant. On va regarder de près les infos qu'on a, issues d'une analyse vidéo. Ça parle d'un modèle surnommé Kevin. Kevin? Oui, en fait, c'est une version qui a été affinée, un fine-tuning, comme on dit, d'un modèle qui existe déjà. Un modèle de 32 milliards de paramètres. D'accord. Et il est spécialisé, vraiment entraîné pour la programmation CUDA, pour les GPU NVIDIA donc. Ok. Donc l'idée, c'est de comprendre comment il arrive à faire ça. C'est quoi la recette derrière cette performance? Les techniques utilisées. Exactement. On parle d'apprentissage par renforcement multitour apparemment. Et puis, qu'est-ce que ça nous dit sur l'évolution de l'IA en général? C'est ça. Alors, pour commencer, qui est ce Kevin? Le nom est un peu un jeu de mots, non? Oui, c'est ça, un mélange de kernel, noyau en anglais, et de vin. D'accord. Et il est basé sur quoi à l'origine, hein? Sur un modèle open source chinois, Qwen, la version 32 milliards de paramètres. Ok. Et sa force, c'est vraiment cette spécialisation à fond sur le code CUDA optimisé. C'est une niche, mais bon, une niche cruciale pour certains calculs. Tout à fait. Et niveau performance alors? Parce que c'est ça qui fait parler. Comment il se compare au modèle qu'on connaît, genre GPT-4? Alors là, les chiffres sont assez frappants. Ils ont utilisé un benchmark de Stanford, Kernel Bench. 32 milliards, il obtient un score moyen de 65%. 65%. Ah oui, c'est pas mal. Et les autres? C'est là que c'est intéressant. GPT-4 Turbo, qui est appelé O3 dans la source, il est à 35%. Seulement 35. GPT-4 Mini, 36%. Et même le modèle Qwen de base, celui sur lequel Kevin est construit, il fait que 23%. D'accord, donc l'écart est vraiment significatif. Carrément. Mais attention, il y a une petite nuance dans la source, non, sur la façon dont ça a été évalué. Oui, tout à fait. C'est un point important. Le modèle a été entraîné sur une bonne partie des tâches du benchmark. Ah, 180 tâches sur 200, en gros. Et testé sur les 20 qui restaient. donc il connaissait déjà un peu le test, si on veut? C'est une pratique courante en apprentissage supervisé, mais la source se demande si ça limite pas un peu la portée de la performance, surtout avec l'apprentissage par renforcement qui a été utilisé par-dessus. Est-ce qu'il généralise aussi bien en dehors de ça? C'est une question à garder en tête, quoi. D'accord, c'est noté. Alors, revenons à la méthode clé. Cet apprentissage par renforcement multitour, c'est quoi l'idée en simple? Imagine un développeur qui écrit du code, qui le teste, qui voit que ça marche pas top et qui recommence. Ok. C'est un peu ça. Le modèle génère du code, une première version, disons A. Il reçoit un feedback, un score, et il essaie de faire mieux. A1, A2. Il itère, quoi. Voilà, il itère, il s'affine jusqu'à ce qu'il arrive à une version B qui est jugée bonne. Et pour faire ça, il utilise une technique spécifique, GRPO, qui l'aide à apprendre de ses tentatives successives. Intéressant. Mais ça a dû poser des problèmes techniques, non? Toutes ces étapes, ça doit faire beaucoup d'informations à garder en mémoire. Exactement, c'était un des gros défis. La fenêtre de contexte, elle explosait littéralement. Ah oui? La chaîne de pensée, le raisonnement du modèle, devenait beaucoup trop longue avec tous les raffinements. Et alors, comment ils ont fait? L'astuce, ça a été de supprimer cette chaîne de pensée super détaillée au moment de l'exécution finale, quand le modèle génère vraiment le code. D'accord. Ils l'ont remplacé par un simple résumé, juste pour garder l'essentiel du contexte sans tout faire exploser. Malin. Très malin. Et l'autre souci classique en apprentissage par renforcement, c'est la récompense, non? Savoir ce qui a bien marché. Tout à fait. Deuxième gros défi. Si tu donnes juste une note à la toute fin, le modèle ne sait pas vraiment quelle étape intermédiaire a été la plus utile. Du coup, ils ont mis en place une nouvelle fonction de récompense, inspirée des processus de décision markovien. En gros, c'est une somme actualisée des scores. Ça permet de donner plus de valeur à chaque petite amélioration en cours de route. D'accord, je vois. C'est assez technique, mais on voit la logique. Et il paraît qu'il y a eu des observations un peu marrantes pendant cet entraînement. Oui, des petits détails assez surprenants. Par exemple, ils ont remarqué que quand la chaîne de pensée du modèle commençait par le mot « OK », Oui. eh bien, c'était souvent corrélé avec de bons résultats, du code utile. Alors que si ça commençait pas par OK, le non-OK ratio, comme ils disent, ça avait tendance à donner du junk, du code pas terrible. Incroyable. Juste le mot OK? Apparemment. Et il y a autre chose, le modèle semblait parfois montrer des signes d'impatience, Oui. de frustration. Comment ça se passe? Quand les étapes de raffinement étaient très longues ou difficiles, le modèle sortait des trucs comme OK amigos ou Holy crap et même OK shit. Sérieux? Oui, la source suggère que c'est peut-être une sorte de simulation d'instabilité quand le processus galère un peu. C'est assez fou, hein. Absolument fascinant. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelle est la portée de ce Kevin?
Pour moi, le message principal, il est assez fort. Ça montre qu'un modèle open source, même s'il n'est pas le plus gros du marché, s'il est bien affiné avec des techniques un peu nouvelles, Oui, il peut carrément dépasser des modèles propriétaires qui coûtent une fortune, au moins sur des tâches bien précises, bien spécialisées. et en plus, il est accessible. Oui, c'est ça aussi l'avantage. Kevin est dispo sur Hugging Face. Apparemment, ça ne demande pas une puissance de calcul délirante pour l'utiliser. Donc, pour résumer, Kevin, c'est la preuve que le fine-tuning ciblé sur des modèles ouverts, ça peut vraiment payer. Exactement. Il atteint des sommets en programmation QLA grâce à des méthodes comme cet apprentissage multitour et des solutions assez ingénieuses aux problèmes de contexte et de récompense. C'est une belle démonstration, je trouve. Ça montre qu'on peut être très efficace avec une approche bien pensée, même sans avoir les ressources des géants. Et ça amène à une question intéressante pour finir, non? Si on prend un modèle open source, QN, qui vient de Chine, qu'une autre équipe, liée d'une certaine façon à OpenAI via Devin, peut le reprendre, l'affiner et le faire exploser sur une niche technique au point de dépasser les leaders. Oui. Qu'est-ce que ça nous dit sur la façon dont l'IA va innover demain? Est-ce qu'on n'entre pas dans une ère où c'est l'amélioration collaborative, l'ouverture qui va primer sur la taille brute, surtout pour les domaines très pointus? Une sorte d'innovation plus distribuée peut-être? C'est une excellente question pour réfléchir, effectivement. La spécialisation et l'ouverture contre la taille brute.